Merci d'être fidèle au rendez-vous. Nous sommes ravis encore une fois ce dimanche de vous retrouver sur l'antenne d'e-radio. Et aujourd'hui, nous recevons Christophe Verneau. Bonjour. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bienvenue en terre sénégalaise, même si cette interview se fait presque au pied de l'avion. Un premier regard déjà, peut-être sur votre parcours, parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous très rapidement pour donner une idée à l'écosystème, une idée aux entrepreneurs qui vous écoutent? Oui, bonjour à tous d'abord. Donc, je suis un entrepreneur basé au Cap, en Afrique du Sud, où je suis dans différentes activités depuis près de 20 ans. J'avais initialement démarré mon parcours professionnel dans des grands groupes, puis ensuite j'ai fait une opération de management buyout dans le secteur. Les grands groupes comment? La société c'était Schlumberger. Et j'étais dans la partie technologique de cette entreprise. Ensuite on a racheté une partie de la division électronique énergie de cette entreprise. C'est ce qui m'a amené en fait en Afrique du Sud. Et puis on a revendu cette activité en 2008, et suite à quoi je suis devenu un entrepreneur dans le secteur technologique à Cape Town. J'ai démarré plusieurs entreprises à la fois dans le digital, dans le secteur énergétique, dans le e-commerce et dans le secteur des paiements mobiles. Créé un incubateur en partenariat avec l'État sud-africain en 2016, le French South African Tech Labs, et puis continuer à développer différentes startups dont la dernière est donc Africa Arena, qui est une entreprise qui crée, qui est un réseau, une série d'événements et qui essaie de connecter les meilleurs entrepreneurs africains avec des sources de financement et des sources d'accès au marché. Oui, et parlant un peu de l'Afrique du Sud, on connaît Las Vegas pour son CES, on connaît Paris pour son Vivatech, on connaît le Sénégal pour évidemment énormément d'événements, dont le vôtre, on y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement de la nation arc-en-ciel en termes de numérique, en termes de tech? Alors l'Afrique du Sud, traditionnellement, a été le leader du secteur tech en Afrique pendant de longues années. Si on se projette 15 ans en arrière, donc à peu près quand moi je démarre dans ce secteur-là, il n'y a quasiment rien dans la tech au Nigeria, au Kenya, en Égypte, les grands écosystèmes d'aujourd'hui. Au Sénégal, ça reste extrêmement embryonnaire également. L'Afrique du Sud, dès la fin des années 90, en fait, a commencé à voir émerger certaines startups, notamment dans les paiements mobiles. Ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que la première startup dans les paiements mobiles, c'est une société qui s'appelle Fundamo, qui a été créée en 1999 et qui a été incubée par un grand groupe sud-africain qui s'appelle Sanlam, qui est un groupe financier en fait. Et dans ce groupe, ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose dans le secteur tech, parce qu'en fait c'était en fait dans la bulle, cette période de dot-com des fin des années 90, début 2000, et donc cette start-up a émergé, et Fundamo a été la première entreprise à introduire une technologie paiement mobile en Zambie en 2002. Et puis ensuite c'est énormément développé, et c'est ce qui a d'ailleurs abouti à l'explosion du paiement mobile en utilisant les téléphones avant même les smartphones, qui a culminé avec M-Pesa au Kenya. Mais c'est vraiment cette société sud-africaine qui a développé les premiers brevets et la première invention autour du paiement mobile. Cette société a d'ailleurs été rachetée en 2011 par Visa, et donc a intégré un grand groupe américain. Mais c'est important de retracer le début du secteur technologique sud-africain en fait à plus de 20 ans en arrière. Un autre fait marquant qui est aussi pas très connu étonnamment, c'est que tout le monde connaît Amazon. Pas grand monde savent qu'en fait la technologie au cœur de Amazon Web Services a été développée à Cape Town en Afrique du Sud en 2006 par deux ingénieurs sud-africains à Century City. Et donc ça a mis sur la carte mondiale de la tech l'excellence des ingénieurs africains dans le développement technologique, ce qui n'était pas très connu. Et alors, ce faisant dans une grande société américaine comme Amazon, ce succès a immédiatement généré des gros investissements d'Amazon en Afrique du Sud, puisque Amazon a développé ses activités en Afrique du Sud de manière très marquée, à la fois au niveau R&D, puisqu'ils ont un centre de R&D depuis donc plus de 15 ans là-bas, mais aussi dans le service. Aujourd'hui, Amazon emploie 4000 personnes à Cape Town.
notamment sur les call centers. Donc quand vous êtes aux États-Unis, vous appelez Amazon pour recevoir du service client, en fait vous tombez sur quelqu'un qui est basé en Afrique, à Cape Town, qui vous répond au téléphone. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, le rachat de Fundamo par Mastercard, par Visa, pardon, et puis une troisième histoire, c'est qu'il y a un entrepreneur sud-africain qui a créé la technologie d'encryption sur les sites web, ces certificats SSL, une société qui s'appelle... Le cadenas. Tout à fait, les cadenas sur les sites internet, les cadenas Thought. Bah ça aussi, c'est une invention sud-africaine, c'est un Sud-Africain, Mark Shuttleworth, qui, avant la fin des années 2010, a revendu cette société, et ça a été une des plus grosses exits à l'époque dans le secteur tech. Et donc ces trois histoires, en fait, vraiment mettent sur la carte mondiale de la tech l'Afrique du Sud. Suite à ça, se développe un secteur VC en Afrique du Sud, de plus en plus de start-up. Et là démarre vraiment l'histoire de la nation arc-en-ciel au niveau de la tech. Il y a une accélération jusqu'en 2017. Si vous regardez les chiffres en 2017, l'Afrique du Sud, c'est 36% des investissements dans le secteur VC, et les 2/3 de ce chiffre, c'est Cape Town. Mais à l'époque, on est sur des montants au niveau continental de 350 millions de dollars, donc ça reste tout petit. Et suite à ça, s'ouvre une deuxième page, et vraiment le décollage de l'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria, de l'Afrique de l'Est avec le Kenya, avec des modèles très différents, hein. On en parle dans notre rapport annuel State of Tech in Africa. Et c'est vraiment fascinant de voir ce qui s'est passé, puisqu'on a atteint l'année dernière le chiffre de 4,3 milliards sur le continent. Donc entre 2017 et 2021, il y a une accélération encore plus forte grâce à d'autres écosystèmes, et qui d'ailleurs dépasse ensuite l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud s'est vu prise son leadership par notamment le Nigeria, le Kenya, et l'Égypte est maintenant au même niveau que l'Afrique du Sud. Elon Musk, le Sud-Africain, mais présenté rarement comme tel. On parle de lui comme l'Américain de la tech, le Canadien de la tech, parce qu'il a les deux nationalités. Ça s'explique comment, le fait qu'on parle de lui rarement comme un fils un peu de chez Nelson Mandela? Alors moi, on me pose régulièrement la question, et on invite Elon tous les ans à Africana, on attend qu'il vienne. Il n'est jamais venu. Pas encore, non. Même après le rachat de Twitter? Ouais, peut-être il y a encore moins de chances qu'il vienne après ça. Non, en fait, Elon Musk, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été éduqué à Johannesburg, en Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, donc c'est vraiment un enfant du pays. Mais il quitte le pays quand même assez jeune, hein, au début de son adolescence, pour faire des études, notamment aux États-Unis, au Canada. C'est pour ça qu'il acquiert les autres nationalités. Je pense que ce qui est intéressant dans le parcours d'Elon Musk, c'est typiquement, ça montre, il y a un esprit entrepreneurial en Afrique du Sud qui est extrêmement fort. Donc son éducation sur ces jeunes années a formé son esprit, et donc je pense qu'Elon Musk, c'est quelqu'un d'inventif, qui s'adapte extrêmement rapidement. Et ça, c'est typique des entrepreneurs qu'on trouve en Afrique du Sud, et d'ailleurs ailleurs en Afrique, hein. Je pense que les traits caractéristiques des entrepreneurs en Afrique, c'est ça, c'est une très forte inventivité et une très forte adaptabilité qui leur permettent d'évoluer très vite, de pivoter. Et quand on regarde le parcours d'Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui démarre finalement dans le paiement mobile, donc une sensibilité dans les paiements en ligne et les paiements mobiles avec PayPal. Il crée ensuite SolarCity, donc il passe dans l'énergie, Tesla, puis SpaceX. C'est quelqu'un qui réalise ses rêves. Je pense que les entrepreneurs africains, ils ont peur de rien, ils ont le regard tourné vers les étoiles. C'est des gens qui savent rêver et convertir leurs rêves sans limite. Et donc je pense que c'est la grande force des entrepreneurs africains, et c'est pour ça que moi je suis depuis la première heure passionné par ce qui se passe sur le continent. C'est que moi je pense que tout simplement, hein, on a les meilleurs entrepreneurs au monde en Afrique, et donc c'est pas un hasard si le meilleur entrepreneur au monde aujourd'hui, qui pour moi clairement est Elon Musk, hein, je pense que c'est l'héritier de Steve Jobs d'une certaine manière, et même c'est plus que Steve Jobs, parce que je pense qu'il aura atteint, Steve Jobs a créé 3 entreprises, lui il en aura créé 4. Les 4 sont des entreprises à taille mondiale énorme. Là il vient de racheter Twitter, enfin c'est extraordinaire son parcours, et c'est un Africain. Donc il ne faut pas l'oublier. Oui, mais qui se présente quand même rarement comme tel. En tout cas, qu'on présente rarement comme tel. Et c'est important, cette appartenance subjective, autrement dit, la façon dont il a vu cette appartenance en interne.
C'est important. Oui, je pense que dans le parcours d'Elon, il y a sans doute une certaine rupture avec l'Afrique du Sud. Aurait-il d'ailleurs été Elon Musk s'il était resté en Afrique? Aurait-il réussi s'il était resté en Afrique? La question, elle est très sérieuse. Alors, c'est difficile de refaire le passé, mais je pense que non, parce que je pense que ce qui manque en Afrique, et notamment en Afrique du Sud, c'est premièrement une régulation, un environnement qui soit favorable aux entrepreneurs, parce que malheureusement, dans beaucoup de pays en Afrique, et l'Afrique du Sud ne fait pas exception, c'est vraiment difficile de développer une entreprise et de développer une entreprise de taille mondiale, parce qu'on a plein de contraintes. Je pense qu'on va y revenir dans cette émission, c'est un de mes chevaux de bataille. On a plein de contraintes, et une des contraintes, c'est l'accès au capital. Enfin, je veux dire, pour se financer quand on est entrepreneur en Afrique, c'est extrêmement compliqué. Je vous donnais les chiffres. Donc quand Elon démarre sa carrière il y a plus de 20 ans, il n'y a pas de VC en Afrique et en Afrique du Sud. Il n'y a pas d'accès au capital, et l'écosystème est complètement... Et le VC, c'est le capital risque, hein. Pour les francophones, il y en a quand même encore dans ce monde qui nous écoutent. Oui, heureusement, de plus en plus il y aura des francophones d'ailleurs. Oui, je pense que, donc pour résumer, un entrepreneur, quand il démarre, il faut qu'il se finance. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de créer à partir d'une idée, une entreprise, et de la développer le plus rapidement possible. Mais pour ça, il faut du capital. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui démultiplie l'effet énergétique du capital. Mais pour ça, il faut mettre du capital dans la machine, et ce capital, il doit être disponible. Et donc, il faut des gens qui prennent le risque de croire en cet entrepreneur, de lui donner ce capital, avec un risque très important, hein. Je veux dire, les statistiques, c'est que 90 à 95% des startups échouent. Donc soit elles font faillite, soit elles sont reprises pour des montants symboliques, enfin elles n'arrivent pas à leur plein potentiel. Donc en gros, pour quelqu'un qui investit dans une société ou dans un entrepreneur, il y a quand même une chance sur 10 que ça marche. Moins d'une chance sur 10 que ça marche. Donc il faut quand même avoir les reins solides, il faut quand même pas avoir peur. Et donc ça, c'est un métier particulier, c'est le métier du capital risque, qui a différents niveaux. Alors c'est toute une strate, hein. Donc on a au premier niveau ce qu'on appelle les business angels. Donc ça, c'est les gens qui prennent parfois le plus de risques. Les anges d'affaires, comme on les appelle. Les anges d'affaires qui vont investir au tout début de l'histoire de l'entrepreneur pour lui donner son premier capital. Mais c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire autour de l'investissement, capital risque, ange d'affaires. C'est déjà compliqué tout cela pour le non-initié. Alors oui, pour schématiser de manière très simple, c'est comme une pyramide inversée. C'est-à-dire que à la pointe en bas, vous avez les angels, donc les anges qui vont donner des tout petits tickets d'investissement. Parfois c'est 5 000 euros, 10 000 euros, mais ils en font pas mal. Donc en moyenne en Afrique, un angel, il va faire 5 à 10 transactions par an, avec un ticket moyen entre 10 et 30 000 euros. Après, on a qui? Alors ensuite, vous avez, vous avez la deuxième tranche, qui sont les capital risqueurs qu'on appelle early stage, donc ceux qui sont juste au-dessus. Alors il y a un peu plus d'argent disponible dans cette strate. En Afrique, l'année dernière, on a eu entre 100 et 150 millions de dollars de deals autour du early stage. Donc c'est quand même pas mal, hein, 150 millions de dollars. Et là, il y a des fonds comme Launch Africa Venture, Keppel, Savvy Venture, qui sont d'Afrique du Sud, du Japon, français, des entreprises comme 500 qui est américain. Et alors ces gens-là, ils investissent dans la deuxième tranche, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle du seed, et ils investissent des tickets entre 50 et 200 000 dollars à chaque fois. Et ils vont être la deuxième vague d'investisseurs. Mais c'est quand même encore très risqué, hein. Donc ces gens-là, ils ont 95% de casse. Oui, c'est risqué, mais on précise quand même pour l'auditeur qu'on fait tout, que le capital investisseur fait tout pour minorer ces risques, hein. C'est important à travers les critères de sélection. Bien sûr, il ne suffit pas de taper à la porte d'un capital risque. Voilà. Pour avoir du financement, hein. En général, c'est comme un entonnoir, vous savez. Donc vous avez
peut-être 100 personnes qui vont taper à la porte d'un fonds comme Launch Africa Venture, et ils vont peut-être faire 5 deals sur les 100. Donc ils ont quand même un ratio de sélection qui est exigeant. Pourquoi? Parce que déjà sur les 100, bon, il y a tous ceux qui sont même pas encore à l'étape d'avoir un peu de chiffre d'affaires. Donc ça, ils les renvoient vers les anges, les angels, pour leur dire, parce que typiquement c'est les angels qui vont financer des entreprises qui n'ont pas encore de revenus ou de produits. Il y a parfois des problèmes sur les dossiers que présentent les entrepreneurs. Donc je vous donne un critère clé par exemple. En fait, un capital risqueur, il va investir d'abord dans le jockey, l'entrepreneur et son équipe. Un investisseur achète d'abord une équipe avant même d'acheter le produit, le service, l'entreprise ou le secteur de marché sur lequel il est positionné. C'est pour ça que la relation très particulière qui s'instaure entre un investisseur et un entrepreneur, c'est la clé du truc. Et c'est pour ça qu'on a Africa Arena, et je vais y revenir, c'est qu'en fait c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de relation. C'est pas une histoire que de pitch, d'avoir présenté son produit très bien. Non, c'est avant tout, on vend des hommes et des femmes, hein, c'est ça, on achète des hommes et des femmes, c'est là-dedans qu'on investit. C'est du capital humain. Christophe Vierno, franco-sud-africain, notre invité ce dimanche sur e-radio. Il nous fait ce plaisir de revenir sur l'investissement, la problématique de l'investissement, notamment dans les startups du numérique en Afrique. Christophe Vierno a une longue expérience dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat, avec un focus sur le numérique aujourd'hui. Alors, on fait cette émission parce qu'on sort de l'édition 2022 de l'édition ouest africaine de l'Africa Arena Tour. On en retient quoi comme bilan très rapidement pour l'étape en tout cas ouest africaine? Alors déjà moi je pense qu'il faut rappeler l'historique. Africa Arena, on démarre en 2017 à Cape Town. Très rapidement en 2018, donc notre objectif, je rappelle, c'est, et donc ça fait écho à ce que je viens de dire sur comment se font les transactions entre entrepreneurs, investisseurs et grands groupes. Avant tout une histoire de créer une relation de confiance. On se dit qu'il manque en Afrique un événement de taille internationale pour connecter les investisseurs et les entrepreneurs. Alors il y a d'autres événements qui existent, mais ils sont soit vraiment des événements très orientés investissement, il y a très peu d'entrepreneurs qui y accèdent, par exemple comme le sommet AFCA qui a eu lieu à Dakar cette semaine, ou des gros événements très corporate comme Africacom, qui est un sommet très orienté télécom, mais il n'y a pas vraiment d'événements comme South by Southwest aux États-Unis ou Slush en Europe, en Afrique. Donc on se dit on va le créer. Et comme on est des entrepreneurs, il manque un truc, ça n'existe pas, on va le monter. Et donc on lance Africa Arena en 2017, énorme succès. Très rapidement en 2018, on se dit on va lancer l'Africa Arena Tour pour aller chercher les meilleures startups partout en Afrique. Et dès 2018, on fait un premier événement à Dakar. Donc on vient à Dakar en mai 2018 et on fait un événement au CETIC. Un événement qui ne durait même pas une journée. Il y avait 50 participants. Il y avait un panel, je me souviens, il y avait Tidjane Deme, il venait d'arriver. Tidjane Deme, ancien de Google, aujourd'hui de Partech Africa. Voilà, c'était le début de Partech. Il n'avait même pas, je crois, encore de bureau à Dakar. Il était tout seul, il travaillait de la maison. Et il était venu tout humble, discret, et il avait raconté l'histoire et la vision de Partech surtout. Et on avait une douzaine de startups sénégalaises qui avaient fait leur pitch. Et c'était le début, et donc c'est intéressant parce que c'était au CETIC, qui était un peu un des premiers incubateurs sénégalais, et là on voyait à quel point c'était encore embryonnaire le secteur tech en Afrique, et au Sénégal encore plus embryonnaire. On revient l'année d'après, en 2019, on s'agrandit un peu, on refait l'événement au CETIC, l'événement un peu plus grand, on sent une énergie un peu plus forte. Et puis le Covid arrive, donc ça a interrompu un peu nos énergies. L'année dernière, on a décidé de un peu faire violence et de se battre contre ce terrible fléau qui était le Covid. On décide, grâce au soutien du gouvernement sénégalais et de la DER, et de lancer un sommet régional à Dakar. Parce qu'on croit dans Dakar, on voit le développement de Dakar. On pense que Dakar est au carrefour des écosystèmes anglophones et francophones en Afrique de l'Ouest, mais même je dirais en Afrique tout court. Et pour nous, on décide d'investir sur Dakar.
Et on lance le premier sommet régional, le Africa Arena West Africa Summit, l'année dernière, avec une série d'événements, pas juste un événement, le sommet, mais ce qu'on appelle le Founders Bootcamp, qui est un événement préalable au sommet qui permet de rassembler tous les entrepreneurs de la région qu'on fait venir pour qu'ils puissent se rencontrer. Et se connaître. Et travailler ensemble, et échanger. Et on fait la même chose avec les investisseurs, avec ce qu'on appelle une unconférence. Alors c'est un terme un peu bizarre, mais je vais y revenir, qui permet aussi de les mélanger et de faire en sorte qu'on fait... on ramène des angels et différents capital risqueurs pour qu'ils puissent échanger, travailler ensemble, se connaître, parce que la clé c'est aussi le co-investissement. Et donc cette année on revient pour la deuxième édition du Africa Arena West Africa Summit, qui a été précédée de nouveau d'un bootcamp pour les entrepreneurs, qui a eu lieu au D-Hub cette fois-ci, et d'une unconference de 2 jours qui a eu lieu à Saly, donc à 80 km de Dakar, qui a attiré 32 investisseurs. Donc le bilan pour moi, premier point, énorme coup de cœur pour le Sénégal. Pour moi, je vois la confirmation de la dynamique très très forte qui avait été initiée par Papa Sarr il y a 2 ans. On voit les effets des investissements qui sont faits par le gouvernement sénégalais dans le secteur tech, puisque le gouvernement sénégalais maintenant a une activité d'investissement en early stage. On voit aussi l'effet de tous les investisseurs qu'on a ramenés depuis 4 ans sans discontinuer au Sénégal et qui maintenant commencent à faire des investissements. Je prends un exemple très simple. L'année dernière, on fait venir Zach George, le fondateur de Launch Africa Venture. C'est sa première fois au Sénégal. Il a fait 6 transactions. Il a investi dans 6 startups au Sénégal depuis. Donc c'est remarquable. Et ça, il y en a eu plein d'autres depuis. Cette année, on est venu avec Mobility 54, on est venu avec un certain nombre d'investisseurs japonais, on est venu avec Briga, qui est un fonds français, qui est européen, qui a 500 millions d'euros sous gestion et qui va bientôt annoncer un fonds Afrique. Clairement, ils sont venus ici pour investir sur le Sénégal. Des investisseurs américains aussi, comme 500 et bien d'autres. Donc aujourd'hui, on voit la très très forte dynamique. Donc moi, ce qui me marque, c'est que je pense que le Sénégal et Dakar, même si c'est pas le plus gros pays de la région, puisqu'on sait que le Nigeria c'est le poids lourd, finalement a le potentiel de s'imposer comme la place de marché et la plateforme, le hub pour être la plaque tournante de toute l'Afrique de l'Ouest dans la tech, et à mon avis même de toute l'Afrique francophone, anglophone. C'est-à-dire que l'endroit où ces deux mondes se mélangent, finalement Dakar est mieux placé que le Cap, évidemment Nairobi et l'Afrique du Nord. Et ça, nous le devons à quoi? Et ben ça, vous le devez à plusieurs choses. Je pense déjà qu'il y a un aspect géographique. Finalement Dakar, on est à 6 heures de l'Europe. On est quand même à 6 heures de Johannesburg si on arrive à récupérer un vol direct. On est pareil à 7-8 heures de Nairobi. Donc finalement on est au cœur de l'Afrique. Et on est au cœur de l'Afrique, et on est à la frontière entre le monde anglophone et francophone, puisque le Sénégal était quand même à côté du Nigeria, du Ghana, qui sont 2 gros écosystèmes. Au-dessus vous avez le Maroc, qui est quand même aussi un pays en plein développement, et on n'est pas très loin non plus de l'Égypte. Donc finalement, on est au cœur de cette... on est aussi à 7 heures de vol de New York. Donc si vous voulez, je pense que Dakar, stratégiquement, à cause de sa position géographique, a déjà un avantage que on peut être à moins de 7-8 heures de vol d'à peu près n'importe où sont les cœurs d'investissement au niveau mondial. New York, Londres, Paris, Berlin, Bruxelles et toutes les grosses capitales de la tech en Afrique. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, vous avez un gouvernement qui est extrêmement dynamique, offensif. Je pense que Macky Sall et son gouvernement ont depuis 4 ans entamé un travail, je dirais, extrêmement impressionnant. Volontariste, de dire on est un petit écosystème, si je reviens à ce que je racontais en 2018, et ben non, on va se positionner en leadership et on va essayer de se mettre dans le top 5. Et en 4 ans ils y sont arrivés, parce que si on regarde les chiffres l'année dernière, le Sénégal est le numéro 5
Et vous avez une licorne avec Wave. Et Wave, c'est pas un accident de parcours. Le fait que vous ayez des entrepreneurs américains qui viennent s'installer au Sénégal pour lancer une fintech, que vous avez un des plus gros fonds VC mondiaux. C'est l'attractivité aussi du pays par ailleurs. L'attractivité du pays, c'est le fait que vous avez tout cet écosystème qui s'est développé et que le pays finalement fait figure de carrefour. Et donc Wave, ils ont utilisé le Sénégal comme premier laboratoire et vous pouvez être sûr qu'ils vont exploser dans la région et dans tout le continent bientôt. Christophe Vernon, fondateur d'Afrique Arena, notre invité ce dimanche sur e-radio. Une pause de 25 minutes et l'on se retrouve juste après pour la seconde partie. E-Tech sur e-radio. Christophe Vernon, fondateur d'Afrique Arena, de passage à Dakar, notre invité ce dimanche sur e-radio au Sénégal. Christophe Vernon est sud-africain, en même temps il a une nationalité française. Il a décidé de rester chez lui en Afrique du Sud. Ce n'est pas le cas d'un certain Elon Musk dont on en parlait dans la première partie. Elon Musk qui vient de racheter Twitter pour plus de liberté, dit-il. Je mets tout cela dans sa bouche. Christophe Vernon, revenons un peu sur l'investissement. Il est important, c'est le cœur même de votre cœur de métier, pour me répéter. C'est le cœur de ce numéro de e-Tech sur e-radio ce dimanche du mois de mai. Très rapidement, l'investissement, on en parle beaucoup, mais surtout on en parle beaucoup pour dire qu'on n'en a pas beaucoup en Afrique au sud du Sahara. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un chiffre clé, c'est que l'Afrique, qui compte quand même plus d'1 milliard d'habitants, n'attire chaque année, aujourd'hui, en 2021, si on regarde les chiffres de 2021, que donc 4,3 milliards d'investissements. Alors, on a l'impression que c'est un gros chiffre, mais il faut le mettre en lumière par rapport à l'investissement au niveau mondial dans le secteur des startups technologiques. Or, au niveau mondial, on est à des chiffres qui sont à plus de 200 milliards de dollars. Donc par exemple, les États-Unis, vous êtes à pratiquement 150 milliards de dollars. Rien qu'en France, l'année dernière, on a fait pratiquement 30 milliards de dollars sur l'Europe. Et si on regarde les derniers chiffres de la French Tech, on est à plus de 5 milliards. Donc il y a cette espèce de paradoxe qui est que l'Afrique, même si on a vu cette très forte croissance puisqu'on a fait x10 en 5 ans, on est encore à moins de 0,7% de l'investissement mondial dans le VC. Et ça représente un chiffre qui est, si vous le rapportez à la population, grosso modo 3 dollars par habitant pour investir dans l'innovation par an. Enfin, vous voyez, donc si on se dit qu'on met 3 dollars par habitant par an pour créer l'innovation et les jobs de demain, c'est certainement pas assez. Vous serez d'accord avec moi. Donc en fait, on a toujours un énorme différentiel entre le besoin qu'on a au niveau de l'écosystème, qui est beaucoup plus élevé que ce chiffre de 4,3 milliards, et le montant des investissements qu'on arrive à attirer. Alors, le côté positif, c'est que l'Afrique est en train de rattraper un petit peu son retard, est en croissance très forte. Elle croît plus vite de manière relative que les autres écosystèmes. Mais d'un autre côté, c'est un peu normal puisqu'on partait très bas. Et si on le rapporte à la proportion globale et par habitant, ça reste très insuffisant. Donc, je vous raconte une petite histoire sur le week-end de la VCN Conference. Alors les VCN Conference, c'est un cycle d'événements qui est dédié aux investisseurs. On en fait plusieurs toute l'année aux 4 coins du continent. On rassemble les investisseurs, on les met dans un format week-end et on les fait réfléchir sur le futur de l'investissement en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer l'attractivité des capitaux et d'autres facteurs de l'investissement. Et alors ce qui est ressorti de la dernière VCN Conference qui a donc eu lieu au Sénégal à Saly, c'est déjà cet objectif de faire monter le chiffre à 30 milliards d'ici 15 ans. Donc 30 milliards, ça veut dire que par rapport à aujourd'hui, on fait x6.
Donc ça serait vraiment une accélération très forte de la croissance du VC en Afrique. Et surtout 30 milliards, ça nous permettrait de couvrir toutes les couches d'investissement, notamment ce qu'on appelle le early stage, le bas de la pyramide dont je vous parlais. Parce qu'on a encore ce schéma qui est une pyramide. Hein. Pour créer les licornes, les success stories, il faut créer toutes les strates de l'écosystème. C'est-à-dire qu'avant d'être un Twitter ou un Tesla, on est une start-up. On est une start-up qui doit lever ses premiers dizaines de milliers de dollars, ses premiers millions, conquérir ses clients. Et donc ça, c'est la clé. Donc il faut, aujourd'hui, si on regarde ce secteur du early stage, donc tous nos pépites, nos jeunes entrepreneurs au Sénégal et en Afrique, aujourd'hui, c'est 100 millions de dollars. Il faudrait beaucoup plus. Il faudrait au moins 5 milliards pour le early stage. 5 milliards, on est à 100 millions. Il faut qu'on fasse fois 50. C'est d'ailleurs ce que disait Tidjane Dem de Partech il y a quelques jours à Africa Arena. Donc, comment on va arriver à 30 milliards ? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble avec des investisseurs européens, américains, asiatiques, pour attirer plus de capital sur l'Afrique. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine et un travail de développement d'écosystème. C'est en particulier le travail que je fais. Donc moi, mon job, c'est de parcourir la planète pour aller chercher des investisseurs de Tokyo à San Francisco, et Paris et Londres et Berlin et ailleurs, pour qu'ils viennent investir dans le secteur tech africain et dans l'entrepreneuriat africain. Et comment on peut renforcer la part du continent, la part en tout cas de l'Afrique francophone quand on parle d'investissement, de levée de fonds? Il faut raconter l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut aller vendre. On a des bons storytellers comme vous, mais il faut faire encore plus. Et surtout, il faut en fait aller le faire en dehors de l'Afrique. C'est-à-dire que pour aller convaincre un investisseur dans la Silicon Valley ou à New York ou en Europe ou en Asie d'investir en Afrique, il faut aller le voir. C'est pas une question. Lui, il va pas venir. A priori, lui, vous prenez un investisseur américain, il connaît mieux l'écosystème européen ou l'écosystème en Asie que l'écosystème africain. Donc il faut aller lui raconter. Puis l'Afrique parfois a cette image de continent pas suffisamment développé, très compliqué pour un Américain. L'Afrique, c'est compliqué, il y a 54 pays, autant de modèles de gouvernement, de monnaie, etc. C'est compliqué, il n'y a pas de libre-échange encore ou partiellement. Donc il faut aller les convaincre que le futur est en Afrique et qu'il faut avoir une stratégie africaine parce que l'Afrique, c'est 4 milliards d'habitants à la fin de ce siècle. L'Afrique, c'est la croissance de demain. L'Afrique, c'est les opportunités de marché de demain. Donc ça, il faut aller le raconter partout dans le monde. Et donc c'est le premier point à faire et c'est ce que fait Africa Arena. Africa Arena, depuis 2018, on emmène des startups africaines dans la Silicon Valley, à New York, à Paris, à Londres, à Tokyo, pour aller rencontrer des investisseurs et leur dire il faut venir en Afrique maintenant et il faut augmenter les investissements en Afrique. Et on y arrive. C'est une des raisons pour lesquelles on est passé de 350 millions à 4,3 milliards. Bon, maintenant comment on va passer de 4 milliards à 30 milliards ? Il faut continuer à le faire, mais 6 fois plus fort. Et donc ça, je pense que la gouvernement sénégalais l'a compris et c'est pour ça qu'ils ont fait venir un événement de l'envergure d'Africa Arena au Sénégal. Le deuxième point, c'est que tout ce développement, c'est très joli, mais on a quand même d'autres problématiques qui sont la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, les investisseurs africains qui attirent le capital risque, c'est avant tout des hommes blancs. Donc ça, c'est un gros problème parce que les hommes blancs, ils sont bien gentils, mais ils ont aussi une espèce de prisme qui n'est pas objectif. Il attend un homme blanc basé à Cape Town. Aujourd'hui, vous regardez les investisseurs capital risque en Afrique du Sud, ils sont à 80% des hommes blancs. Bon, mais vous êtes un homme blanc ? Oui, mais j'ai pas de problème. Sauf que moi, j'ai un cœur africain et la cause des femmes m'est très proche. Donc je pense qu'un homme blanc, il va investir avant tout dans des entrepreneurs qui sont des hommes blancs. Voilà, c'est tout simple. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut plus de diversification dans les investisseurs, premier point, parce que en fait, ça permet de... C'est ce qui impacte le type de transactions qui sont faites. Donc il faut développer les investisseurs de toute origine. Et notamment qui représentent la diversité africaine. Donc il faut qu'on ait des femmes et des hommes de couleur et qui investissent dans des entrepreneurs du continent. Et plus de femmes, parce qu'aujourd'hui, savez-vous combien l'investissement bénéficie aux entrepreneurs femmes du secteur de la tech ? 3%. 3%. 97% dans des entreprises fondées par des hommes.
Alors pas que des hommes blancs, hein, mais des hommes. Donc on a un double problème. On a un problème que le capital risque il va trop sur des entrepreneurs qui ne représentent pas le continent. Et deuxièmement, on a une sous-représentation des femmes. Et pourquoi ? Si vous regardez aussi le nombre de femmes qui sont dans le capital risque en Afrique, c'est très faible. C'est à peu près du même montant. Donc, objectif numéro 1 que s'est fixé l'équipe d'investisseurs qui était avec nous à Sali pour la Vision Conference, il faut atteindre la parité. La parité. Pas 15%, 30%, non. C'est un gros défi ça. C'est un énorme défi, on n'y arrivera pas l'année prochaine, ni dans 10 ans, ni dans 15 ans. Ça va prendre très longtemps, mais si on ne se fixe pas un objectif de parité, on n'y arrivera pas. Donc ça veut dire quoi pour les investisseurs qui étaient là ? Ça veut dire qu'ils vont recruter surtout des femmes dans les années qui viennent, parce que pour devenir partenaire dans un fonds, il faut commencer au bas de l'échelle dans un fonds, c'est vous êtes associate, vous travaillez sur la partie deal et vous travaillez sur les deals et donc il faut qu'ils embauchent massivement des femmes et des femmes noires principalement parce que c'est comme ça que va se faire la transformation. Et donc ça c'est quand même un vrai défi, mais ce qui était très positif pendant ce week-end où on avait quand même une majorité on avait une sous-représentation de femmes, même si on a invité beaucoup d'investisseurs femmes, c'est ces objectifs de parité. Le troisième objectif qu'on s'est fixé, c'est très intéressant, c'est que à horizon 15 ans, 80% des fonds, on parle de ces 30 milliards, soient gérés par des fonds avec des opérations en Afrique. Alors ça ne veut pas dire que ce soit des fonds africains, parce qu'il ne faut pas rêver, pour faire tirer 30 milliards, il faut qu'on fasse venir des Américains, des Européens et des gens de partout dans le monde. Donc ça va être des Sequoia, ça va être des Briga et autres, des gros fonds. Mais il faut qu'ils aient des opérations en Afrique, donc il faut qu'ils ouvrent des bureaux en Afrique, il faut qu'ils aient des partenaires africains. Et ça, c'est l'objectif. Donc 80% des fonds qui opèrent en Afrique d'ici 2030, d'ici 15 ans, qui soient avec des opérations en Afrique. Oui, et c'est étonnant quand même que cette affaire de couleur revienne encore dans notre actualité, en tous les cas dans la problématique un peu du financement, bien des années, je fais un peu allusion à l'histoire de l'Afrique du Sud, bien des années après la fin de l'apartheid, depuis le 29 avril 1994, si j'ai bien noté, ça fausse un peu le jeu, alors que dans la tech, en principe, autrement dit, normalement, on devrait se laisser convaincre que par la beauté des startups, la beauté des projets, la beauté des solutions visées. Vous ne trouvez pas ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a toujours un vrai problème de transformation à différents niveaux. L'Afrique du Sud... Social d'abord, finalement. Oui, et c'est un des grands enjeux. Anthropologique, oui. C'est un des grands enjeux en Afrique parce que c'est absolument clé. C'est-à-dire que il faut, et c'est fondamental, que les investisseurs aillent au-devant de tous les entrepreneurs partout en Afrique. Et que ça soit pas une histoire de réseau proche, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que souvent, les transactions entre investisseurs et entrepreneurs se faisaient par rapport à des phénomènes de réseau relativement proches. C'est-à-dire qu'un investisseur, comment il va trouver ses entrepreneurs ? Quelqu'un va lui dire « Ah tiens, je te présente un tel qui est un entrepreneur ». Mais du coup, en fait, on en revient souvent à des histoires de réseau social. Je me fais présenter un entrepreneur par quelqu'un d'autre que je connais mais qui est dans mon réseau proche, donc il n'y a pas un effet de diversification fort. C'est pour ça que Africa Arena, un des piliers de ce qu'on fait, c'est justement de nous assurer, nous, puisque quelque part on est complètement objectif, et nous, notre équipe, elle est totalement africaine, elle est largement représentative de la diversité du continent. Donc dans l'équipe on a toutes les nationalités et toute la diversité du continent. C'est d'avoir on regarde nous les startups, on regarde plus de 1000 startups par an, on en fait pitcher à peu près 200 chaque année dans nos différents événements digitaux. On en fait pitcher 25 à chaque sommet et on en fait venir une cinquantaine à Cape Town chaque année. Et on a fait 450 millions de dollars de deals sur les startups qui sont dans le deal flow Africa Arena depuis 2017. Donc nous, on a, je pense, vraiment contribué à la diversification du deal flow. Le deal flow, c'est-à-dire les startups dans lesquelles il y a des investissements.
Et je pense que des plateformes comme les nôtres, elles permettent en fait aux investisseurs d'ouvrir, d'avoir en fait une vision continentale très facile, parce que même si vous êtes un investisseur à New York ou à Johannesburg ou au Caire, vous venez à un événement Africa Arena à Dakar et vous allez voir des startups de toute la région et qui sont représentatives. Puis 2 semaines plus tard, on a un événement à Paris là dans quelques semaines à Station F. Même chose, l'idée c'est en fait d'amener la diversité du continent africain vers les investisseurs à chaque fois pour que ça leur fasse gagner du temps et qu'ils puissent vraiment voir de manière très objective ce qui se passe sur le continent et qu'ils ne soient pas juste avec un phénomène de réseau court, quoi. La différence, j'en suis toujours sur l'investissement entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. D'abord, c'est un obstacle finalement lié à la langue. Est-ce que côté Africa Arena, on y travaille aussi pour amener quand même les investisseurs à s'ouvrir davantage, à se dire que l'anglais est aussi peut-être une arme, positivement bien entendu, une arme pour l'investisseur, pardon, pour le start-upper qui doit aller à la rencontre des autres, notamment les investisseurs? Oui, alors là il faut être extrêmement pragmatique, hein. Plus de 90% du financement des startups en Afrique vient d'investisseurs anglo-saxons. Boum. Donc quand je dis ça, ça veut dire que si vous voulez lever de l'argent aujourd'hui et que vous êtes un entrepreneur en Afrique, si vous ne parlez pas anglais, c'est un gros problème. Et c'est un gros problème parce que même si vous allez trouver un ange dans votre réseau proche ou la famille, voilà, je suis à Dakar, je vais me faire financer par un des anges à Dakar ou par la famille, ce qu'on appelle le love money. Bon, très bien. Mais après, la phase d'après, je vais devoir parler pour la deuxième tranche d'investissement, quand je veux lever $200 000. Il va falloir que je parle à ces VC dont je parlais au début de l'émission. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces VC, c'est des VC anglophones. Donc si vous ne parlez pas anglais, vous n'allez pas pouvoir leur parler, quoi, parce que eux, c'est assez standardisé, hein, donc il est essentiel que les entrepreneurs francophones utilisent l'anglais pour pouvoir se positionner. Mais cela étant dit, ils ont aussi un énorme avantage, c'est que le français leur donne un accès privilégié aux investisseurs francophones, parce que dans l'autre sens, quand on est francophone, on peut développer une relation d'intimité avec des investisseurs francophones de manière beaucoup plus facile que des anglophones. Ça, je l'ai vu des dizaines de fois. Vous prenez des fonds comme ça. Pour vous qui parlez d'ailleurs aisément les deux langues. Voilà, pour des fonds comme ça, je prends l'exemple de Savvy Ventures, qui est un de mes investisseurs préférés sur le continent francophone, qui sont basés à Paris. C'est sûr que vous allez avoir... D'abord, eux se spécialisent dans l'Afrique francophone, donc ils font beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans des pays francophones. Donc, et vous allez avoir une appétence et ils vont comprendre votre business model de manière beaucoup plus fine, parce qu'ils ont une compréhension culturelle de votre business. Donc ça, si vous êtes francophone, ça vous donne une arme que n'ont pas les anglophones. Donc c'est plus facile aussi pour un entrepreneur francophone d'aller lever auprès de fonds francophones. Alors ça c'est donc un élément important. Et alors moi, ce que j'essaie de faire par ailleurs, c'est de faire venir plus de fonds francophones, français notamment, mais aussi on a aussi nos amis belges, suisses, etc. Le capitalisme français est quand même très très puissant. Et la French Tech est quand même un écosystème, c'est le premier écosystème d'Europe continentale. Un de mes objectifs en 2022, et c'est pour ça qu'on fait un événement à Station F le 14 juin pour faire de Station F, qui est le temple de la French Tech, le temple de l'African Tech pendant une journée. Ça va être un événement investisseur entrepreneur avec la présence de grands groupes. C'est de faire venir aujourd'hui plus de capital risque français et européen vers l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu à la traîne des Américains et il faut que ça change. Donc moi, j'encourage, et c'est un appel que je fais, l'Afrique, c'est le prochain gros écosystème qui va exploser, c'est certain, on le voit dans les chiffres, et c'est que le début. Les valorisations sont extrêmement attractives et vous allez avoir, à mon avis, les plus grosses success stories du secteur tech mondial, y compris dans tout ce qui est blockchain, hein, qui sont les secteurs porteurs, qui vont venir d'Afrique, parce que l'Afrique est peu régulée.
Et les entrepreneurs africains ont une capacité, une inventivité, comme je le disais au début, et une capacité d'adaptation phénoménale. Donc moi je suis extrêmement optimiste sur le futur, mais il faut que les investisseurs francophones se bougent là. Il est temps de venir, les amis. Oui, et Christophe Vernon, fondateur d'Afrique Arena, notre invité ce dimanche sur iRadio. Il nous reste quelques minutes encore avant la fin de ce numéro spécial. Parlons ou reparlons des investisseurs. Pardon, je dis toujours investisseurs, des start-upers au Sénégal. Je pense à un entrepreneur, pour ne pas parler d'entreprise, on parlera d'entrepreneur. Un entrepreneur comme Oumar Bass aujourd'hui dans la livraison, distingué d'ailleurs par votre équipe, par les acteurs, par l'écosystème africain, comme l'entrepreneur le plus prometteur. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui très rapidement en termes de promesses entrepreneuriales, justement, quand on parle de prometteur? Ouais, alors l'histoire d'Oumar, elle est vraiment extraordinaire parce que pour moi, il représente le futur du Sénégal et le futur de l'Afrique tout court. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est dans un écosystème, quand il démarre, on parle donc d'il y a 4-5 ans, il part dans un écosystème qui est tout petit. C'est-à-dire que, comme je disais dans l'émission plus tôt, le Sénégal... Juste 3 ans, hein, il n'a que 3 ans comme entreprise. Oui, mais il démarre avant comme entrepreneur, de se dire je vais devenir entrepreneur. Donc il démarre dans un écosystème embryonnaire, petit, très peu d'accès au capital initialement. Comme toujours, Africa Arena, notre talent, c'est d'identifier les pépites très tôt. On l'identifie très tôt. On l'identifie d'ailleurs dans un événement à Dakar, quand on vient ici à Dakar, il y a plus de 3 ans. On l'identifie, on le fait venir à Cape Town. Donc il vient sur Africa Arena 2019. Il remporte un prix, enfin, c'est-à-dire qu'il est sélectionné, il rencontre Launch Africa Venture, et donc Launch Africa Venture investit dans Oumar, et donc il arrive en fait à utiliser la plateforme Africa Arena pour très vite avoir ce phénomène de décollage en ayant un ticket significatif d'investissement d'un des investisseurs les plus dynamiques du continent. Launch Africa Venture, ils ont fait plus de 100 deals, hein, et puis c'est des gens qui sont extrêmement offensifs, et donc c'est quand même extraordinaire qu'il y ait eu cette première phase de parcours. Alors ensuite, il arrive à franchir les étapes suivantes de son parcours, c'est-à-dire qu'il arrive à sortir du Sénégal, et donc son entreprise Yobante Express se lance avec un énorme courage, hein, parce que à l'attaque de marchés anglophones. Et donc il attaque des marchés comme le Nigeria, l'Afrique du Sud. C'est quand même pas facile. Et aujourd'hui, Yobante Express, ils sont présents dans plusieurs pays. Ils sont en Afrique anglophone, ils sont en Afrique francophone. Et donc ils ont une capacité à devenir une des pépites sénégalaises et des success stories sénégalaises les plus importantes. Donc je pense que ça c'est quand même remarquable, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires comme ça de start-up et d'entrepreneurs sénégalais sans avoir les Américains derrière, les Sequoia, etc. Hein, l'histoire de Wave, c'est quand même une histoire très différente. Quelqu'un qui démarre vraiment du bas de la pyramide, de la base, et qui monte très très vite pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense que c'est que le début, et que Oumar, je pense, pourrait être un Elon Musk africain. Je veux dire par là qu'il est encore très jeune, et que il a la capacité de faire encore grandir son entreprise, de passer plusieurs paliers pour son développement. Alors je sais pas si ça deviendra une licorne, mais je sais une chose, c'est que Oumar, il sera serial entrepreneur. Je pense qu'il créera plusieurs entreprises dans son parcours, et qu'in fine il deviendra investisseur, et que si on réécoute cette émission dans 15 ans, je pense que Oumar, ça sera un des investisseurs. Il aura fait plusieurs succès, et il sera un des investisseurs clés, et il jouera un rôle clé dans l'écosystème d'Afrique de l'Ouest et du Sénégal. Et donc j'espère qu'on va découvrir d'autres Oumar. Alors moi j'en vois d'autres qui arrivent. Je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler, mais ce qu'on a identifié sur Africa Arena là, 2022, c'est cette explosion de l'écosystème sénégalais. Et vous savez, c'est comme les dominos. Là, on a lancé des dominos dans tous les sens, et donc
les succès attirent les succès. Donc des succès comme Oumar vont attirer d'autres talents et on va en avoir d'autres qui vont éclore. Une toute dernière question, c'est le marché anglophone. Là encore, décidément, on en reste sur la langue. Oumar fait partie de ces entrepreneurs, de ces rares entrepreneurs qui vont à la conquête, qui vont à la conquête du marché anglophone. C'est très rare. Comment est-ce qu'on peut casser cet obstacle? Alors, je pense que une des raisons du succès d'Oumar, on va dire à l'export, c'est ce qu'on s'est dit pendant l'émission. Il faut pas rester dans son carcan de je parle pas bien anglais, donc je vais essayer de me trouver des investisseurs francophones et puis je vais essayer de me développer sur mon marché domestique et puis voilà. En anglais, on dit souvent go big or go home, c'est-à-dire il faut penser grand. Il faut rêver vers les étoiles. Il faut vraiment ne pas se fixer de limites. Et donc, d'avoir très rapidement trouvé un investisseur anglo-saxon, en dehors de ses frontières, a permis à Oumar, mais c'est un peu la clé du succès, de très rapidement penser en dehors du Sénégal. Parce que l'investisseur, lui a dit, il faut que tu te développes au-delà du Sénégal, il faut que tu penses au niveau Afrique. Et il lui a donné les moyens de le faire. Et donc d'avoir une diversité d'investisseurs et de partenaires, c'est la clé du succès. Donc moi j'encourage tous les entrepreneurs au Sénégal, alors pas dans les premiers mois de leur développement, il ne faut pas le faire trop vite. Il faut déjà avoir démontré que sur son marché local, on a passé la première étape de validation et qu'on a du chiffre d'affaires. Il ne faut pas commencer à vouloir faire 4 pays alors qu'on n'a pas vendu quoi que ce soit dans son premier marché. Mais il ne faut pas non plus essayer de devenir juste leader sur son marché pendant 10 ans avant de sortir. Christophe Vergnaud, merci beaucoup. À l'année prochaine. Merci. À Dakar. Absolument, absolument. On est impatient de revenir. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce dimanche sur les radios. Merci à vous, très chers amis auditeurs, pour la fidélité. Depuis plus de 3 ans maintenant, l'émission E-Tech qui reçoit chaque dimanche sur e-radio l'écosystème numérique africain, parce qu'on ne raisonne pas nationalité africaine, pour parler de toutes ces problématiques qui ont un impact réel sur le quotidien des populations. Excellente fête de Korité à toutes et à tous, excellent dimanche et excellente semaine.